Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce jeudi 15 septembre. À quelques heures du premier débat télévisé de la primaire socialiste ce soir, les militants PS sont partis en campagne aujourd'hui. Exemple à jouer les tours où nous les avons suivis. Du nouveau à l'aéroport de Tours-Val-de-Loire où l'ouverture de nouvelles destinations était annoncée aujourd'hui. Et puis à la fin de ce journal, nous verrons que 5000 cartons traversent en ce moment les rues de Tours. Un voyage qui va durer 72 heures. Comme vous le savez, les débats télévisés de la primaire socialiste débuteront ce soir, un moment très attendu par les observateurs. Le vote interviendra le 9 octobre. Je vous rappelle qu'il s'agit de désigner le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2012. En Indre-et-Loire, les militants PS sont dans les starting blocks. Pour eux, la campagne a commencé. Leur mission, sensibiliser de potentiels électeurs. Florent Carrière et Sébastien Branger. Justement, ils sont 6 et ils vont répondre à des questions. Sur le marché de la Rabière à jouer les tours, les militants du Parti socialiste sont à la pêche aux électeurs. L'idée, c'est de faire élire, comme aux États-Unis, un vrai candidat. Un vrai travail de terrain pour informer les potentiels électeurs sur le nombre de candidats aux primaires, les lieux de vote ou encore les objectifs du scrutin. Les socialistes veulent croire en une mobilisation de masse. On est sur le début d'un sprint où on est plusieurs coureurs et donc on va poursuivre l'effort. Aujourd'hui, il va y avoir un débat télévisé, il y en aura encore 3 autres d'ici au 16 octobre. Donc il va y avoir une vraie campagne dans des médias, sur les marchés, dans du porte-à-porte, avec des réunions publiques. En dessous de la barre symbolique des 1 million d'électeurs, le scrutin serait considéré comme un échec. Je vais les laisser parce que je vais pas les regarder. Et c'est justement l'inconnu. Difficile d'anticiper la mobilisation dans une primaire ouverte à l'ensemble du corps électoral. Les personnes qui ne sont pas d'accord, je pense que ce sont les mêmes qui d'habitude s'expriment aussi contre la gauche, ce sont les mêmes, donc je pense que ça se passe plutôt bien, c'est plutôt favorable. Il reste un peu plus de 3 semaines de campagne. Les débats télévisés permettront de départager les différents candidats sur les idées. Donc il y a Martine Aubry qui est candidate. Mais sur le terrain, la bataille des réseaux de soutien a bel et bien commencé. Et à ce propos, François Hollande reste toujours le favori de ces primaires. Regardez ce sondage paru ce matin dans la Nouvelle République. Parmi les gens qui pensent participer aux primaires, François Hollande arrive en tête avec 47% des intentions de vote. Un score qui atteint 53% chez les sympathisants socialistes. Martine Aubry, vous le voyez, arrive en seconde position, suivie de Ségolène Royal et d'Arnaud Montebourg. Direction l'aéroport Tours-Val-de-Loire à présent. Cet été a été très bon avec 80% du taux de remplissage pour les vols Ryanair. Et aujourd'hui, la direction a annoncé l'ouverture de nouvelles lignes. Alors, quelles seront les destinations de cet hiver au départ de Tours? Réponse avec Aurélie Renaud. Dès le 27 mars 2012, les Tourangeaux pourront se rendre en avion à Manchester, et ce 3 fois par semaine. Pour le lancement de cette nouvelle ligne, la compagnie Ryanair propose dès aujourd'hui une opération spéciale. Des billets à 9 € pour les internautes les plus rapides qui réserveront avant le 19 septembre minuit. Passé ce délai, le prix du billet sera fixé à 35,99 €. On espère pouvoir maintenir cette ligne à l'année. Pour la saison estivale et que ce soit prolongé pour la saison hiver 2012-2013. Cet hiver, au départ de Tours, vous pourrez vous rendre à Londres Stansted les mardis, jeudis et samedis et à Porto les lundis et vendredis. Les vols vers Dublin et Marseille devraient reprendre, eux, mi-2012, toujours avec la compagnie Ryanair qui a enregistré un taux de remplissage sur ces lignes cet été de 80%. Les vols vacances ne sont pas en reste, exemple avec la ligne Tours-Figari, avec un taux de remplissage de 90%. La compagnie Corsica Tours, fort de ce succès, a décidé pour l'année prochaine de doubler les rotations sur la Corse en ayant tous les samedis à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre un vol sur Figari et un vol sur Ajaccio. Un an après la reprise d'exploitation de l'aéroport par SNC-Lavalin, à côté de l'opérateur historique Ryanair, on recherche de nouveaux opérateurs. Aucun nom de compagnie ne nous sera donné aujourd'hui, seuls quelques indices. On prospecte d'autres compagnies britanniques
low cost ou ce qu'on appelle low fare, c'est-à-dire pas forcément dans le schéma très hard de Ryanair, mais à mi-chemin entre la compagnie low cost et la compagnie classique. Aujourd'hui, l'aéroport travaille sur de nouvelles destinations comme le Maroc, avec la desserte de Marrakech. D'autres projets sont en cours pour différentes villes du sud de l'Europe. Et à la fin de cette édition, bilan et perspective de l'aéroport de Tours-Val-de-Loire avec notre invité Alain Dayan, président du syndicat mixte pour l'aménagement et le développement de l'aéroport international de Tours. 2 ministres en visite au Château Renaud cet après-midi, Claude Greff et Nora Berras, secrétaire d'État à la Santé. Elles ont inauguré le nouveau centre hospitalier de Château Renaud, une unité psychiatrique pour adultes ainsi qu'une unité pédopsychiatrique. Claude Greff, secrétaire d'État à la famille, a rappelé l'importance de la santé de proximité. Regardez. L'hôpital d'Amboise Château Renaud se modernise et répond encore plus à la demande de proximité des habitants de cette circonscription, mais bien au-delà de la proximité, avec une vraie compétence et une grande assurance. Voilà ce que nous avons réussi. Cet hôpital s'est modernisé, les collectivités s'y sont investies, mais l'État n'a pas oublié d'être présent, puisque dans ce grand plan hôpital 2007, il y a largement participé financièrement, et dans l'objectif 2012 également. 16 heures de garde à vue pour un permis de conduire qui était pourtant valide. Un habitant de Saint-Pierre-des-Corps a été placé en garde à vue après que les policiers aient noté des anomalies sur son permis. Pourtant, celui-ci était bon, mais la préfecture d'Indre-et-Loire, qui l'avait établi en 1979, avait commis plusieurs erreurs. 5 mois de prison avec sursis, c'est le verdict du tribunal correctionnel de Blois pour un jeune homme de 22 ans qui entretenait une relation ambiguë avec une adolescente de 13 ans dans une petite commune de Sologne. Et puis, je vous le disais en titre, 5000 cartons sont partis ce matin de la fac des tanneurs en direction de la gare de Tours. Une expérimentation particulière dans le cadre du festival La Ville à l'état gazeux. Un événement où nuit et jour, durant 72 heures, les Tourangeaux sont invités à participer à cette métaphore de la ville en mouvement. Lou Cricorian. C'est ce qui s'appelle une montagne de cartons. Voilà ce que les étudiants de l'université des tanneurs ont trouvé ce matin sur leur passage. Alors non, il ne s'agit pas d'un gigantesque déménagement, mais plutôt d'un spectacle artistique XXL. Impulsé par le pôle des arts urbains dans le cadre du rendez-vous La Ville à l'état gazeux, le projet est simple, déplacer dans Tours 5000 cartons durant 72 heures d'affilée. Le départ a été donné à 6 heures ce matin depuis la faculté et l'arrivée est prévue, si tout va bien, ce dimanche à la gare SNCF de Tours. L'un des fondateurs de ce projet urbain, Sébastien Renaud, voit dans ce spectacle vivant l'opportunité de faire bouger les habitants. Le pourquoi, c'est partir d'une matière super simple, accessible, légère, pour réussir à activer la rue. On vient de vivre un moment merveilleux où ils voulaient absolument aller en cours et où ils étaient 70 à pousser les cartons, comme on a vécu des moments un peu plus durs où juste on les gêne dans leur volonté d'aller en cours. Donc c'est cet écart-là que moi je trouve intéressant dans le spectacle vivant et que j'ai envie de défendre. Et si les étudiants doivent parfois lutter pour se frayer un chemin, c'est tout de même avec enthousiasme et dans la bonne humeur qu'ils ont accueilli la manifestation. Moi je viens d'arriver, donc oui, je trouve ça plutôt sympa, mais bon, j'ai pas cours par ici, donc ça me dérange pas, mais j'avoue que pour certains, les emplacements, enfin c'est ça, sont bloqués, donc il faut faire tout le tour, donc j'avoue que c'est peut-être pas très pratique. Il faut se batailler un petit peu et c'est intéressant parce que du coup, je pense qu'il y a un petit message derrière et je pense qu'il faut se laisser prendre au jeu en fait. C'est ça. Se prendre au jeu, voilà le maître mot, car il faudra du monde pour parvenir à déplacer dans les rues tourangelles les milliers de boîtes en carton. Des cartons qui seront conservés par les artistes une fois arrivés à bon port. Et à la mi-journée, seules 3 petites boîtes étaient sorties de la fac des tanneurs. Alors les 5000 cartons prévus arriveront-ils à la gare en temps et en heure? On vous laisse prendre les paris. Et pour comprendre ce qu'est la ville à l'état gazeux, je vous propose d'écouter un extrait de l'interview de Maude Le Floch, organisatrice de l'événement, qui était l'invitée d'Émilie Leduc pour Tout sur un plateau hier. La ville à l'état gazeux, déjà pour prévenir les Tourangeaux et le public, n'est pas un festival. Je tiens à insister, mais vraiment plutôt une addition de propos, d'expériences, de moments partagés sur le thème de la ville. Voilà, la ville de Tours, mais aussi la ville au sens plus large, la ville telle qu'on la vit aujourd'hui, telle qu'on la pratique. Une réflexion artistique. C'est une réflexion. Et on a au pôle des arts urbains, on travaille le lien entre l'art et la ville, pas seulement sous les formes animatoires, mais aussi comment des artistes peuvent participer à produire la ville, à réfléchir la ville, à anticiper la ville.
Et dans la série Jardin de France, la Poste émettra demain un bloc feuillet de 2 timbres représentant les jardins de Cheverny et Villandry, une thématique des Jardins de France qui avait été lancée lors du Salon du Timbre en 2004. En football, le Tour FC reçoit vendredi soir Istres à domicile au stade de la Vallée du Cher. Les Istriens sont avant-derniers au classement de Ligue 2. Ce sera le premier match d'une longue série de 3 rencontres en une semaine. Romain Delville. Des entraînements intensifs, des joueurs concernés qui répondent présents physiquement. Après la défaite au Havre, les joueurs du Tour Football Club ont digéré et ne veulent surtout pas sombrer dans la tourmente. Conscients des erreurs commises, conscients aussi que leur situation est enviée par les 15 clubs qui les suivent. J'étais très content avec la façon dont ils se sont entraînés, vraiment. Il n'y a que des compliments à faire, c'était vraiment très bien, mais ce n'est rien si on ne met pas ça en pratique sur le terrain. De son côté, le FC Istres n'a pas trouvé son rythme avec une seule victoire et un match nul la semaine dernière face au CS Sedan. Et à l'extérieur, c'est pire. Istres est la plus mauvaise équipe avec 3 défaites en 3 matchs. Ils ont pris Aguasi maintenant de Bologne, mais aussi les autres, les 2 ailiers, Accrour, l'avant-centre, les 2 autres. Ils ont joué à 4-3-3 contre Sedan. De bons footballeurs, ça joue. On se demande, moi aussi, pourquoi ils n'ont pas encore 7 ou 10 ou 13 points. Une équipe dont il faudra se méfier, d'autant qu'elle ne réussit pas au TFC. L'an passé, les Istriens s'étaient imposés par 2 fois en championnat. Ça va être une opposition compliquée, ils ont plus à gagner qu'à perdre en venant ici. Donc voilà, à nous de nous préparer de telle sorte qu'on ne leur laisse pas d'opportunité, voire très peu, et qu'on fasse le match qu'on se dit de faire. On a besoin des 3 points. D'autant que le TFC entame une série de 3 matchs en une semaine, avec le déplacement à Clermont, puis la réception d'Amiens. 9 points à distribuer qui peuvent changer la physionomie du classement. Le match et le résultat contre le FC Istres devraient donner le tempo. Et ce soir, dans le cadre des Journées du patrimoine, on s'intéresse au Conservatoire Francis Poulenc qui accueillera ce week-end une série de concerts. À cette occasion, je vous propose de faire quelques pas en arrière au XVIIe siècle, à l'époque des Ursulines. Ces religieuses qui ont été les premières à habiter les murs de ce conservatoire. Anaïs Michaud. Lorsque l'on dit conservatoire, on pense cuivre, cordes, bois et autres percussions, mais pas forcément histoire. Pourtant, celle du conservatoire de Tours est hors du commun. À l'occasion des Journées du patrimoine, revenons sur l'origine de ces bâtiments au cachet incontestable, comme la Petite Bourdésière. Cette Petite Bourdésière a été achetée pour y loger un couvent d'Ursulines au XVIIe siècle, et dans les années 1620, il y a eu donc la fondation de ce couvent. Les Ursulines avaient pour mission d'éduquer les jeunes filles, ce qui était quand même quelque chose d'extrêmement nouveau. Et parmi les religieuses qui s'occupaient de l'éducation des jeunes filles, l'une d'elles est restée particulièrement célèbre, Marie Guyard ou Marie de l'Incarnation. Son nom ne vous est peut-être pas familier, mais il est outre-Atlantique puisqu'elle s'est installée au Canada en 1639 pour fonder la communauté des Ursulines de Québec, et elle a eu un rôle essentiel dans la constitution de la Nouvelle-France. Pendant ce temps à Tours, les Ursulines quittent les lieux en 1791 après la Révolution française, laissant les bâtiments à l'abandon, et elles n'y reviendront qu'en 1980. En fait, si elles sont revenues sur ce site, c'est grâce aux Canadiens qui ont fait reconstruire la chapelle Saint-Michel et qui ont dit vraiment il faut que la mémoire de Marie de l'Incarnation reste vivante à Tours et il faut que les Ursulines reviennent. Aujourd'hui, le site abrite donc le conservatoire, la faculté de musicologie, de philosophie et les religieuses Ursulines. Et dimanche, vous pourrez découvrir plus de 3 siècles d'histoire au son de la musique baroque ou du jazz. Dans un instant, on parle du bilan et des perspectives de l'aéroport de Tours-Val-de-Loire avec Alain Dayan, président du syndicat mixte pour l'aménagement et le développement de l'aéroport international de Tours. A tout de suite.